Merci Madame la Présidente. Je ne sais pas combien de temps vous me donnez. Je vais essayer d'être assez brève. Donc c'est un petit point d'étape sur ce budget. Donc rappelez que moi je suis donc rapporteur pour avis budgétaire sur les parties à peu près les programmes 105 et 151. Ces numéros ne disent rien à personne. Le programme 105 s'occupe de l'action de la France en Europe et dans le monde, c'est-à-dire une partie des contributions aux organisations internationales. Il y en a 83 auxquelles on contribue. Et là, une autre partie est consacrée de ce budget est consacrée à notre diplomatie au sens classique du terme. Et puis ensuite, si mon écran veut bien se déverrouiller, ça m'arrangerait. Voilà. Et puis la deuxième partie de ce programme, c'est le programme 151, qui sont les Français à l'étranger, au sens des Français qui sont établis ou de passage, donc tous les touristes, et les affaires consulaires, c'est-à-dire notamment la délivrance de visas pour les étrangers. Donc ce budget 2019, il faut juste dire qu'il a été assez bien défendu par notre ministre, je tiens à le souligner. Ça reste un petit budget pour son ensemble, il est donc plutôt stabilisé, tout comme il l'avait été pour l'exercice 2017-2018. Il faut le souligner parce que ça n'a pas été toujours le cas, loin s'en faut. Il y a également eu, donc si on regarde les lignes budgétaires, on peut être surpris de ce qu'on trouve comme variation en plus ou en moins, mais en fait il y a beaucoup de mouvements comptables, d'écritures différentes qui imposent de ne pas s'arrêter juste aux chiffres qu'on peut lire dans la note Achille notamment. Donc ce programme 105 pour l'action extérieure de l'État, il est en légère baisse de quelques pourcents, et le 151 en légère hausse, et je vais expliquer pourquoi. Les arbitrages 2019 avaient d'abord répondu à 3 objectifs. Un, que j'avais signalé l'année dernière dans mon rapport, qui est de maintenir l'universalité du réseau. Ça peut se discuter, ça reste essentiel. Je vais donner quelques exemples. Pareil. On peut se poser la question du maintien de l'universalité du réseau en Europe, par exemple. Mais si on prend l'exemple de quelques pays que je ne nommerai pas ici, dans lesquels la situation politique nous interroge, il est plus que jamais essentiel qu'on y ait une présence diplomatique bilatérale. Donc cette universalité me semble indispensable. Deuxième objectif, c'est de moderniser ce réseau et ses méthodes, et il y a beaucoup à faire. Et enfin, d'en baisser les coûts, il y a des choses qui sont tout à fait possibles. Les moyens qu'on s'est donnés dans ces arbitrages, c'est un, de rationaliser le fonctionnement et deux, d'économiser. Rationaliser, ça veut dire, comme le rappelait Madame la Présidente, que certaines fonctions support ont été transférées d'autres ministères vers le Quai d'Orsay. Ainsi, jusqu'à présent, quand on avait des personnels de la direction des finances publiques en poste dans une ambassade quelque part, elles avaient leur voiture, leur chauffeur, leurs appartements, leurs photocopieuses, leur téléphone, etc. Donc ce ne sera plus le cas, et du coup ça veut dire en pratique qu'il y a un certain nombre d'emplois qui sont transférés au ministère des Affaires étrangères avec également les moyens, les crédits de fonctionnement qui vont avec. Ce n'est pas juste des emplois, on a aussi donné les moyens au ministère de les rémunérer, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, la deuxième rationalisation, c'est le transfert au ministère de la gestion de l'immobilier de l'État à l'étranger. Ça aussi, c'est une bonne chose, car là aussi, les autres ministères qui pouvaient être détenteurs de biens à l'étranger, par exemple à New York, on m'a cité le cas où il y avait les finances publiques qui disposaient de beaucoup de logements différents, alors qu'ils n'avaient plus de personnel à y loger, et pendant ce temps-là, le ministère des Affaires étrangères n'avait pas de logement disponible pour y loger son propre personnel. Donc on va avoir un peu plus de rationalité. Et puis également des dépenses de sécurisation de nos emprises qui sont transférées à un autre programme, dit le programme 723 sur la gestion de l'immobilier de l'État. Économiser, je disais, les deuxièmes moyens à pas rationaliser, c'est économiser, avec une baisse de 10% de la masse salariale. Il faut être bien précis, il s'agit de la masse salariale de l'ensemble des postes qui se trouvent dans nos différents postes, c'est-à-dire pas seulement ceux du Quai d'Orsay, et ça peut représenter sur 4 ans, cette affaire sur 4 ans, pas sur 1 an heureusement, sur 4 ans, avec différents moyens qui seront mis en œuvre pour y parvenir. Également, une meilleure budgétisation des dépenses en devises. On était bloqué et on perdait de l'argent dans les conversions de devises, notamment pour les contributions aux organisations internationales. Également, une baisse de la quote-part française aux opérations de maintien de la paix. Donc tout ça, le troisième poste d'économie. Et enfin, en 2019 plus précisément, on aura une baisse en lien avec la mutualisation des fonctions support. On espère en pouvoir, in fine, avoir une baisse de 130 ETP, équivalent temps plein, avec une baisse de la masse salariale correspondante à peu près 13 millions d'euros. Alors mon avis sur ce rapport en quelques mots, satisfaction, inquiétude et regret. La satisfaction du maintien de l'universalité du réseau, du maintien des budgets, de la mutualisation des fonctions et de la modernisation qui est en œuvre. Je donnerai 2 exemples.
Un, c'est en s'inspirant du rapport que j'ai rendu il y a peu sur la mobilité des Français à l'international, le fait que nos postes diplomatiques et consulaires seront probablement équipés, la réflexion est en route, pour avoir un central téléphonique unique d'appel qui soit à Paris, et ça libérerait des personnes de l'obligation de répondre, sachant que la plupart des réponses, à 80%, sont communes à tous les postes dans le monde entier, et que ça permettra de faire un filtrage des appels pour aller plus vite à l'essentiel en local. Le deuxième point de modernisation, c'est la dématérialisation qui est en cours, dématérialisation des procédures. On peut faire encore mieux, encore plus, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion en cours avec au ministère des Affaires étrangères. J'ai rencontré son directeur des services informatiques, qui est un monsieur extrêmement créatif, car il agit sans moyens. Donc je tiens à le saluer, il fait un travail incroyable. Mon deuxième avis sur ce budget, c'est des inquiétudes, je vous l'ai dit, inquiétudes sur l'absence de données. Alors d'abord, une inquiétude préalable qui a été soulevée tout à l'heure, c'est comme mon collègue précédent, on a les chiffres extrêmement tard. Le questionnaire budgétaire a été envoyé en juillet. J'ai moins de 10% de réponses à mon questionnaire budgétaire aujourd'hui, 10 octobre. Donc c'est absolument invraisemblable qu'on n'ait pas de réponse plus active que ça. De juillet. Moi, on me demande de pondre un questionnaire en 2 semaines de temps, et sans avoir encore la lecture sur comment je vais orienter mon avis, et eux, en 3 mois, n'ont toujours pas le retour sur toutes mes questions. En revanche, les réponses que j'ai eues sont très intéressantes et approfondies. Donc, je ne perds pas espoir. L'absence de données sur le cas des bourses scolaires, car le budget des bourses scolaires apparaît artificiellement en légère baisse, mais on sait qu'il sera maintenu si c'est nécessaire, mais en fait on n'a pas de données sur les familles à l'étranger qui ne viennent pas demander une bourse scolaire ou qui même ont retiré leurs enfants ou ont décidé finalement de rentrer en France. Et ça, c'est pas forcément à nos consulats de trouver ces chiffres, c'est à nos élus de terrain, à nos associations. Il y a un gros travail à faire. Moi, je suis persuadée qu'avec l'augmentation de la population française à l'étranger, il y a forcément mathématiquement une augmentation du nombre de bourses, et c'est pas ce qu'on a pour le moment. Ça m'interpelle. C'est pas normal qu'on n'ait pas une augmentation de la demande des bourses, puisque l'enveloppe de l'an passé n'a même pas été utilisée en entier. C'est pas un motif de satisfaction pour moi, c'est une question. La lutte contre la fraude, c'est un vrai sujet dans tous nos postes consulaires, et la détermination pour lutter contre la fraude, elle existe. Je l'ai rencontrée dans plein d'endroits différents, mais je m'interroge sur les moyens et sur le fait qu'on a notamment besoin de moyens humains, et ça coûte cher. Et enfin, une interface, troisième motif d'inquiétude, l'interface très vieillissante de nos outils informatiques, qui engendre une vraie souffrance au travail de nos employés consulaires. Les regrets, je vais aller très vite, une modernisation qui me semble quand même trop lente, une interrogation sur la réflexion sur le déploiement du réseau. Quel est le rationnel derrière le choix de déploiement des expatriés en Union européenne, hors Union européenne? Je me pose des questions. C'est dommage que la question ne soit pas véritablement abordée. Une insuffisance de réflexion sur l'utilité réelle de quelques postes, les conseillers aux affaires sociales, les conseillers presse, et par ailleurs des besoins réels qui existent en conseiller agriculture, en conseiller sport, et qui ne sont absolument pas déployés parce que par ailleurs on a peut-être trop de conseillers dont je m'interroge sur l'utilité. Mais il n'y a pas de réflexion en cours sur le sujet. Et dernier regret, qui est extrêmement important, c'est un ministère qui reste invisible. Le fonctionnement de nos consulats et nos ambassades est invisible. Donc ça veut dire que pour nos citoyens, nos concitoyens, c'est illisible. Donc il est difficile de vendre et de défendre un budget quand ces acteurs ne sont pas visibles, et je souhaiterais qu'on en parle beaucoup plus. Merci. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Je donne maintenant la parole à Frédéric Petit sur la diplomatie culturelle.